Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de parentalité sous casquette de professionnelle, d'humaine, et toutes les casquettes qu'on voudra. C'est parti pour les quatre conférences de l'été. On va proposer donc sous le titre vraiment global et puis après on ira sous la conférence d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est neuroatypie, connais-toi toi-même. C'est un grand titre pour pouvoir aussi y inclure plein d'autres choses aussi dedans. Et ensemble avec Louise et Jessica, nous allons aborder le titre Parents neuroa d'enfants neuroa, double chance ou double défi. Comment mieux s'accompagner et accompagner quand on est tous atypiques à la maison. Mm. Avant de démarrer, parce qu'on sait qu'on va être prise dans le truc, est-ce qu'on peut vous entendre vous présenter Louise et Jessica? Celle qui veut. Moi, Eh j'y vais ben, du coup. Allez. Moi, c'est Jessica Savmofroy, donc je suis éclaireuse d'atypie et de monde intérieur pour enfants. C'est-à-dire que j'accompagne les enfants à comprendre ce qui les traverse et ce qui se passe à l'intérieur d'eux et à comprendre leurs éventuelles neuroatypies. Euh, J'accompagne aussi les parents dans ce chemin-là. Et puis, je suis également maman neuroatypique d'une demoiselle de 12 ans qui a un joli bouquet de neuroatypie. Voilà. Tous ensemble. Merci. Louise, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi je m'appelle Louise Desilles. Je suis la fondatrice de Montessori en Ville, qui est une école Montessori bilingue anglais à Nantes. Et comme Jessica, je suis je suis neuro-A, parent neuro-A d'enfants neuro-A, d'une jeune fille qui a 9 ans aujourd'hui. Ok, merci. Louise. Et donc, on y va. On y On va? vous lance sur cette Allez. série d'échanges en tant que, bah, du coup, parent et personne neuro. Comment vous avez découvert, vous deux, les besoins de vos enfants neuroatypiques et comment cette compréhension a fini par modifier ou influencer votre approche de la parentalité, que ce soit la vôtre ou celle des personnes que vous recevez pour Louise, accompagnez pour Jessica? Du coup, alors moi j'ai découvert les neuroatypies à travers ma fille. Donc en fait, je n'y connaissais absolument rien à ce moment-là. Donc j'ai eu l'accompagnement un petit peu, enfin en tout cas les notions classiques de la parentalité qu'on peut retrouver un peu partout, qui clairement ne fonctionnent pas pour les enfants neuroatypiques et pour les familles neuroatypiques, il faut être clair. Donc ces besoins, en fait, je les ai compris assez tôt, dans le sens où elle était déjà extrêmement intense, très très anxieuse. Parfois, elle était complètement dans sa bulle et elle semblait ne pas être là du tout, au point où on s'est questionné sur son audition. Et puis, elle comprenait vraiment tout très très vite et elle avait des réflexions qui étaient un niveau au-dessus de ce qu'elle pouvait accueillir émotionnellement et ce qui la mettait vraiment en difficulté. Donc, ben, en fait, on a cheminé au fur et à mesure. Donc, on a découvert des trucs, j'ai lu, je me suis renseignée, je me suis dit, tiens, ça résonne. J'ai découvert des trucs pour moi à travers ça. Et puis, donc, il y avait plusieurs questions dans ta question. Euh, Ce que ça a changé au niveau de ma parentalité, c'est qu'en fait, déjà, j'ai laissé tomber ce qu'on peut trouver dans les parentalités classiques. Parce que au-delà de ne pas fonctionner, ça me faisait aussi énormément culpabiliser de pourquoi ça fonctionne pas avec nous, qu'est-ce que je fais de mal et qu'est-ce qui se passe. Et à force d'aller creuser, de lire, de me former et tout ça, ben, en fait, j'ai réussi à créer un peu notre parentalité, même si c'est toujours pas l'idéal, hein, pour être clair. On teste des trucs, on se rate et des fois ça fonctionne. Mais est-ce que Mais ça existe, la parentalité idéale? Je pose ça là, hein. Voilà. j'ai pas entendu, excuse-moi le début. Est-ce que ça existe, la Non, parentalité idéale? Je pose ça là, on bien laisse. sûr que non, mais quand on est jeune parent, on y aspire beaucoup. Oui,
Oui, toutes les Voilà, inventions. avant de réussir à déconstruire le truc. Et du coup, moi, dans mes accompagnements, ben, en fait, les découvertes que j'ai pu faire à travers ma fille sont venues agrémenter au fur et à mesure mes accompagnements. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment, j'ai clairement revendiqué d'accompagner les familles neuroatypiques Mm. parce que c'est ce que je fais. Et je me suis tellement retrouvée dans un désert d'accompagnement quand j'en avais besoin que pour moi, l'important, c'était de pouvoir offrir des réponses qui étaient adaptées Mm. aux familles. Donc voilà ce que ça a modifié un petit peu dans mes accompagnements, enfin énormément, ce que ça a complètement switché dans mes accompagnements et la manière dont j'ai envie de travailler par rapport à ça. En fait, tu accompagnais déjà et c'est les découvertes à la fois toi au sein de ta famille pour ta fille qui a fait que à un moment donné, tu as assumé aussi rétrécir l'entonnoir du public que tu accompagnes. Ouais, alors j'ai pas, au moment où on a commencé à découvrir, j'accompagnais pas encore, j'accompagnais plus tard, mais du coup, pour moi, ça a été une évidence de faire rentrer les neuroatypies. Alors, je suis rentrée par la porte de la haute sensibilité, mais et puis j'ai développé au fur et à mesure, mais c'était vraiment une évidence de mettre ça en place. Après, au début, je trouvais que ça fermait des portes d'assumer le fait d'être une accompagnatrice pour personnes neuroatypiques. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai fait le constat que, au final, les personnes qui venaient vers moi, c'était des personnes neuroatypiques. Mm. Donc, que je ne fermais pas de porte, que c'était OK, et que c'était dans ce champ-là, en fait, que moi, je me sentais utile et que je m'éclatais. Ouais. Donc ouais, je l'ai assumé après, clairement. Ok, ça marche. Merci Jessica. Et toi, Louise, t'hésites pas si tu as besoin qu'on repose la question. Non, non, non. Euh, ouais, en fait, c'est une question, enfin, c'est une question très vaste. Euh, Moi, en fait, c'était plutôt un cheminement en parallèle, c'est-à-dire que, en fait, au fur et à mesure qu'on avançait avec ma fille, moi, de mon côté, j'étais dans une voie professionnelle où, enfin, voilà, en fait, professionnellement, à un moment donné, il y a des choses qui se sont un peu, euh, des constats qui se sont un peu imposés à moi. Moi, j'étais déjà relativement atypique dans ma vie pro parce que j'étais ingénieure dans l'industrie euh, et je suis une femme, donc déjà, en fait, ça faisait déjà un moment en fait que j'étais atypique, juste ma face, juste ma tête était atypique dans le paysage. Euh, et, euh, et donc voilà, moi enfin donc à un moment donné professionnellement en fait, euh, voilà, il y a vraiment des constats qui sont un peu imposés à moi et en même temps ma fille grandissait et en fait comme beaucoup d'enfants neuro A en fait il y a des choses pareil qui se révèlent en fait hein, au fur et à mesure de que l'enfant se développe. Et puis, il s'est trouvé que post-Covid, enfin pendant le Covid, j'ai eu l'idée folle de monter une école Montessori. Et puis après, les événements se sont enchaînés, les planètes se sont alignées pour que vraiment ça, ça soit possible et ça s'impose un petit peu aussi à moi. Euh, et en fait, c'est un projet professionnel qui m'a aussi fait cheminer dans mes propres neuroatypies et dans l'accompagnement de ma fille. Mm. Et après, dans potentiellement l'accompagnement des enfants et des familles, du coup, parce que qui s'inscrivent, j'imagine, aussi dans l'école. Oui, tout À à fait. l'école. Tout à fait. La pédagogie Montessori, c'est une pédagogie où on dit qu'on suit l'enfant. Et donc avec on a une certaine capacité effectivement à accompagner les enfants neuroatypiques avec nos propres limites parce que du coup on a fondé une école et donc enfin voilà avec certains moyens qui sont possibles dans notre structure, dans la structure qu'on a créée, dans l'écosystème français qu'on n'a pas créé mais dans lequel on s'inscrit. Donc voilà, avec nos propres limites, tout à fait, on est capable d'accompagner une certaine diversité, Ok, neurodiversité. c'est ça.
Et Parce donc que oui, de facto, on accompagne donc des enfants neuroatypiques dans des familles qui souvent sont elles-mêmes neuroatypiques, ou en tout cas, moi je pense qu'à partir du moment où on a un enfant neuroatypique, en fait, la famille devient atypique, la parentalité, effectivement, comme l'a dit Jessica, en fait, s'adapte de facto et ne ressemble pas tout à fait aux autres parentalités. Mais est-ce que c'est vraiment un sujet pour ces familles? Parce que nous, c'est notre contexte. Mm. Et est-ce que vraiment la neuroatypie, parce que c'est des parents qui inscrivent leurs enfants dans une école Montessori, donc du coup, c'est pas forcément dans une idée de je sais que mon enfant est neuro-A. En fait, nous, on accompagne les enfants de 3 à 12 ans. Donc, pour certains, on fait partie du process d'analyse. Mm. Euh, Certains viennent en nous disant mon enfant ne colle pas au cadre de l'éducation traditionnelle. Mais pour autant, comme l'enfant est jeune, en fait, voilà, enfin, on en est juste là, tu vois. Ou comme Jessica a dit, en fait, elle a capté très vite, en fait, que sa fille avait des besoins spécifiques par rapport à d'autres enfants. Euh, et, et donc, voilà, enfin, on tâtonne. Et en fait, à un moment donné, on fait un peu le test. Parfois, on va jusqu'au test de l'école traditionnelle. Parfois, on s'arrête avant. Mais on voit, en fait, qu'il y a un truc qui colle pas. Et donc, en fait, quand on cherche euh, le bien-être de son enfant et que voilà on voit enfin qu'on veut enfin qui nous paraît à un moment donné évident que ça peut pas être à cet endroit-là, en fait on cherche l'endroit où ça peut l'être, et donc Mm. parfois on se tourne vers Montessori pour ça. Donc en fait on a des parents qui viennent nous voir, en tout cas pour ce qui est des parents d'enfants neuroatypiques, parce qu'on a aussi des parents qui viennent nous voir pour plein d'autres raisons, mais voilà, ils en sont à des stades variés. Il y en a qui viennent nous voir avec des enfants assez grands où il y a des diagnostics, des suivis en place, etc. Déjà. Et puis, il y a des parents qui viennent nous voir avec des enfants assez petits qui nous disent, je sens bien que voilà, ça se passait pas bien dans son école, voilà, ça c'était compliqué, etc. Et du coup, nous, on fait partie de l'accompagnement de l'enfant et des parents Oui, Et dans oui, le cheminement. c'est ça, parce que c'est tout un système. Un enfant, il s'inscrit dans un système et si tout le système bouge en fonction, enfin, Tout à dans fait. dans l'idéal en tout cas. Tout à fait. Et puis la pédagogie Montessori, enfin, pas que dans la pédagogie Montessori, hein, mais nous, en tout cas, on ne peut pas fonctionner sur un système différent de celui qu'on appelle la coéducation. Mm. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on prend en compte l'enfant dans son entièreté, c'est impossible de dire l'enfant quand il passe la porte de l'école, Mm. euh, il est une personne et quand il sort de l'école, il est une autre personne. Non, en fait, enfin, non, déjà, ça n'est pas souhaitable pour qui que ce soit, hein, même les adultes. Mais encore plus les enfants et encore plus les jeunes enfants. Non, non, enfin, quand il y a des choses à la maison, ça se répercute directement sur l'école. Quand il y a des choses qui se passent à l'école, ça se répercute directement à la maison. oui. Mais j'imagine, Jessica, c'est pareil pour toi dans tes accompagnements, c'est-à-dire que c'est un leurre d'accompagner, enfin, de penser qu'il n'y a que l'enfant qui doit bouger. Ou Tout à fait. voilà, si tout le système se met pas en route avec l'enfant. Ouais, c'est pour ça que moi, du coup, dans mes accompagnements, j'associe les parents sur un temps à la fin des accompagnements pour faire le suivi de ce qui s'est passé, pour faire de la transition, en fait, faire du lien avec ce qui va se passer à la maison. Je propose aussi des petites activités intercession pour justement que ça puisse être intégré un peu par tout le monde et que tout le monde puisse mettre au travail, et notamment aussi dans le sens où il faut pas que l'enfant se sente symptôme. Oui, Parce c'est que ça. très souvent, quand l'enfant est au cœur de l'accompagnement, ben en fait, dans la tête de l'enfant, ce sera forcément de sa faute, tout ce qui va se passer, que ce soit vrai ou que ce soit pas le cas. En tout cas, lui se focalise là-dessus. Je suis responsable de ce qui se passe Mm. autour de moi. Donc en fait, quand on l'emmène dans un accompagnement, déjà moi, la première séance, j'impose un peu aux parents d'être là et d'expliquer pourquoi ils emmènent l'enfant en présence de l'enfant pour que l'enfant l'entende bien et soit au clair avec ça. Et ensuite, ouais, à la fin des rendez-vous, je fais toujours ce petit lien de on explique, alors tout en sauvegardant aussi, parce que pour moi c'est important de dire à l'enfant que ce lieu, c'est un lieu qui lui appartient,
Donc, Mm. en fait, s'il y a des choses qu'il n'a pas envie que ça sorte, eh ben, tant que moi, je le sens pas en danger, ça reste dans ce cadre-là. Mais j'essaye quand même de faire un lien minimum avec ce qui se passe pour que les parents puissent suivre aussi, puis pour qu'ils puissent aussi avoir les clés, et enfin, les clés peut-être pas forcément, mais en tout cas, des pistes pour pouvoir faire en sorte que ce soit plus léger à la maison aussi. Ouais. C'est très vrai. J'étais en train de réfléchir moi-même avec toutes mes petites voix. C'est que on demande aux enfants des trucs juste incroyables, de passer une porte et d'être une autre personne, mais on nous le demande nous aussi, hein, quand on est au Ah bah, taf. Tu passes la porte, tes soucis, tu les mets de côté. Pas. En fait, non, parce que sinon je vais péter un câble. Si autant aussi de burn-out, il y a d'autres raisons, mais ça en fait partie parce qu'on nous demande d'être neutre, impassible, enfin voilà, de rien dire, etc. Et comment toutes les deux vous parvenez à... alors, je vais mettre le lot des familles à l'intérieur. Comment vous parvenez à faire entendre aussi qu'il y a peut-être un moment donné, il va falloir, justement, dans ces codes sociaux que je ne jugerai pas, mais que j'ai très envie de juger, il y a un moment donné, il va falloir que et les parents et les enfants sachent qu'il y aura un contexte où ils vont devoir mettre de côté qui ils sont avec toutes leurs spécificités, etc., pour pouvoir être intégrés, pour pouvoir aller dans des études, pour pouvoir aller dans des tafs, etc. Est-ce que c'est déjà un travail que vous commencez ou comment ça se passe dans vos accompagnements? Ah, alors, moi, de mon côté, alors, c'est un sujet qui pique toujours quand je l'aborde, parce que c'est hyper compliqué, hein, de dire à un enfant à un moment tu vas devoir te conformer, mais c'est une réalité en fait, parce que pas parce qu'on va avoir besoin qu'il se conforme, mais en tout cas pour que ce soit moins violent pour lui. Ouais. Et c'est un peu par ce biais-là que je passe. En fait, moi, ce que j'explique aux enfants, c'est je te donne les informations pour ensuite tu puisses agir en conscience. mm, En fait, s'il y a un environnement où t'as pas envie de suivre les codes, c'est ton choix. Mais par contre, moi, je te donne les pistes pour que tu puisses les comprendre et les connaître. Et si c'est trop envahissant et trop difficile pour toi, ben, tu auras les outils pour pouvoir les mettre en place mm, et poser ton petit masque qui va te sécuriser et qui va t'apaiser. mm. C'est un peu cette démarche-là que j'essaye d'avoir, mais c'est vrai que j'ai toujours ce petit pincement au cœur à l'intérieur quand j'aborde ces thématiques-là en me disant, mais ouais, on lui demande toujours de se caméléoniser, mais en même temps, c'est aussi sa protection et c'est ce qui fait que lui va pas se sentir en danger et va pouvoir des fois pirouetter et se sortir des situations avec le moins de dommages possible, quoi. Nous, on est un environnement contraint. Je l'ai dit tout à l'heure, Mm. on est une école, on n'est pas, enfin, on n'a pas un adulte par enfant, on n'est pas, donc on dit qu'on suit l'enfant, mais avec, euh, en lui laissant en fait un certain degré de liberté et un certain degré d'autonomie. Euh, alors en réalité, je pense pas du tout que ce soit souhaitable d'avoir un adulte par enfant. Oui. Mais, mais par contre, on verbalise et on clarifie énormément ce qu'on attend des enfants et les codes. Et c'est OK pour nous, en fait, de remettre une explication. Parce que, en fait, les codes sociaux, déjà, de toute façon, c'est quelque chose de très artificiel. En fait, Mm. c'est quelque chose que on apprend. Enfin voilà, et puis enfin, c'est ceux qui sont chez nous des codes sociaux, ce qui est chez nous des codes sociaux vont être différents d'une autre culture, d'une autre société, etc. Donc il y a des choses qui sont relativement euh, internationales, et puis il y a des choses qui ne le sont pas. Donc on leur donne beaucoup de clés. On les responsabilise pas mal. Pour nous, c'est par là aussi que passe l'émancipation et la capacité d'autonomie, c'est d'être responsable de ce qu'on fait. Et quand Jessica a dit faire des choix en conscience, c'est exactement ça en fait. Enfin, on leur dit en fait, enfin, parfois on leur dit bah pourquoi est-ce que tu fais ça comme ça? Et enfin, je me souviens d'un jeune homme qui essuyait sa table de déjeuner avec une éponge qui avait essuyé de la peinture et qui n'avait pas été nettoyée. Et donc, en fait, au lieu de nettoyer la table, il était surtout en train de répandre de la peinture sur la table. Pain sur la table. Et du coup, on lui a dit, mais tu n'es pas en train de nettoyer la table. Et lui, il te regarde, il fait, bah si. Et là, tu vois que
en fait, on n'a pas la même définition de nettoyer la table. En fait, lui, ce qu'il entend dans nettoyer la table, c'est je fais ce qu'on m'a demandé, c'est-à-dire je prends l'éponge et je passe l'éponge sur la table. Et donc, du coup, on remet du sens, tu vois, derrière ça, en disant non, mais en fait, ton objectif, c'est quoi? Bah, c'est que la table, elle soit propre. Donc, il faut que tu trouves un moyen que la table soit propre. Oui, mais c'est pas moi qui mets de la peinture sur l'éponge. Mm. Soit. Mais il se trouve que l'éponge, quand tu l'as prise, il y avait de la peinture dessus. Oui. Et là, toi, ton objectif, c'est que la table soit propre. Oui. Donc, il faut que ton éponge soit propre. Et en fait, là, quand tu observes, et donc en fait, tu vois, on repart sur des trucs très objectifs. On dit, en fait, là, j'observe, moi, qu'il y a de la peinture sur la table parce qu'il y a de la peinture sur l'éponge. Et donc il dit, bah, du coup, il faut que j'aille nettoyer l'éponge. Tout à Mm. fait. Tout à fait. Ce qui n'empêche pas que peut-être on fera un point avec tout le monde, n'est-ce pas? Pour dire que quand on se sert d'une éponge pour nettoyer la peinture qu'on a faite, il faut aussi nettoyer l'éponge, ce qui ne veut pas dire je la passe sous l'eau parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je nettoie l'éponge, mais bien en fait que j'ai l'objectif que l'éponge soit propre à la fin et que si c'est un peu pénible, bah oui, bah, il faut aller jusqu'au bout. Mais donc ouais, c'est un petit exemple comme ça, mais en fait ça peut être de dire bah en fait on ne peut pas faire des bruits de paix avec sa bouche, même si c'est marrant. Euh, euh, Je l'ai Ouais, redit c'est pas 3 fois grave, hier soir au même enfant. Je c'est dis non, mais en marrant. fait, je veux bien croire que c'est rigolo à faire. Mais par contre, c'est très désagréable pour les autres. Et ça, c'est aussi un code social. Et donc, parfois, on peut dire, en fait, C'est le vrai. code, c'est qu'en fait, on ne fait pas de bruit de paix avec sa bouche, au milieu des autres personnes. Tout seul, toi, dans ta chambre, tout ça. Enfin, ok, mais pas à l'école. Euh, et en fait, pour ça, je trouve que Montessori, tu vois, juste sur le thème, sur le truc des codes sociaux, il y a un truc hyper intéressant, c'est que Montessori, elle apprend aux enfants ce qu'elle appelle grâce et courtoisie. Grâce et Mm. courtoisie, en fait, ça prend avec des petites scénettes et avec beaucoup, beaucoup en fait, de verbalisation, de comment est-ce qu'on dit bonjour aux personnes quand on rentre dans une pièce, comment est-ce qu'on s'adresse à quelqu'un, comment est-ce qu'on se comporte, etc. Et donc, ça peut être juste à table, ben, on mange avec ses couverts. Parce que bah, en France, grâce et courtoisie, c'est ça. Et comme nous sommes dans un groupe, du coup, on fait l'effort. On fait un effort pour se servir de ses couverts. Même si on a très envie de manger avec les doigts. Alors, il y a des trucs qui sont OK pour manger avec les doigts, mais quand même, un steak haché, non. Mm. En fait, c'est aussi tout l'enjeu d'apprendre à s'adapter sans se suradapter, ou quand il y a une suradaptation, qu'elle soit transitoire et consciente, pour revenir à ce mot, enfin, qui a été en conscience, quoi, utilisé tout à l'heure, mais parce que c'est aussi un enjeu pour nous après en tant qu'adultes. Quand est-ce que je m'adapte? Quand est-ce que je me suradapte? Non? Vaste sujet. Non, Vous mais vouliez c'est un partir vrai déjà. sujet, quoi, finalement de l'inclusion, euh, et de comment arriver à bien vivre déjà soi-même, quoi. Avec nous, en tant qu'adultes, c'est un vrai sujet qu'on continue de rencontrer. Enfin, en tout cas, je peux parler de moi, hein, Oui. pour pas généraliser, mais quand est-ce que je suis dans une adaptation et quand est-ce que je me suradapte? Et puis, on sait très bien que la suradaptation, c'est ce qui amène après à des burn-out, enfin, des choses, des brown-out, enfin, tout ce dont on parle tant aujourd'hui, quoi. Mais je pense que chez les enfants, c'est assez. Enfin, en fait, quand tu vois que déjà chez les adultes, c'est compliqué Mhm. d'identifier ça. Chez les enfants, enfin, en tant qu'adulte qui s'occupe des enfants, c'est assez difficile de voir. Et du coup, en ça, nous, notre pédagogie, elle nous guide pas mal parce que Montessori, elle dit beaucoup qu'il faut chercher le besoin derrière le comportement. Mhm. Ou en tout cas, qu'il faut comprendre que chaque comportement, en fait, vient d'un besoin. Donc, il faut identifier le besoin. Et donc, pour prendre un exemple très, très basique qui n'a même aucun rapport avec la neuroatypie, euh, tout simplement, les très jeunes enfants, quand ils commencent à pouvoir monter des marches et descendre des marches, ils voient un escalier à la maison, le seul truc qu'ils ont envie, c'est de monter les marches. Sauf qu'en fait, un enfant qui est encore pas très stable sur ses appuis, s'il y va sans qu'on soit derrière pour assurer, ça peut être très dangereux. Du coup, la solution de Montessori, qui se retrouve enfin,
dans beaucoup de choses qui font appel à du bon sens, ou en tout cas, voilà, enfin, toutes les philosophies qui consistent à aller chercher le besoin des enfants. La pédagogie Montessori, elle dit, bah, tu donnes un marchepied à l'enfant ou un petit escalier où il est en sécurité, où il peut explorer en sécurité, et tu le laisses explorer en sécurité. Il a besoin de monter l'escalier. Si tu lui dis simplement, non, tu montes pas l'escalier parce que c'est dangereux pour toi, déjà, il va enregistrer que monter et descendre, en fait, que son exploration motrice, en fait, c'est dangereux. Ouais, ouais. Bien sûr que ce soit vraiment quelque chose qu'on a envie de transmettre. Et en plus de deux, comme tu réponds pas à son besoin, en fait, à un moment donné, c'est plus fort que lui. Un très jeune enfant, il va grimper sur quelque chose. Mm. Donc, tant qu'à faire, autant proposer quelque chose sur lequel il grimpe qui soit sécure et qui soit adapté à son besoin de développement, parce qu'il a vraiment besoin de développer ça. Euh, et en fait, si juste tu l'empêches de monter aux escaliers, en fait, il va finir par monter sur un truc, et ce sera pas le truc que tu veux, qui est l'escalade, clairement. Vraiment, non. Encore plus dangereux que l'escalier en règle générale. Oui. C'est ça. Genre une table basse, un truc comme ça. Une étagère, pas fixée au mur. Ouais. Euh, mais, mais en fait, finalement, du coup, tu vois, c'est ça aussi. Euh, Montessori, c'est de se dire, OK, cet enfant-là, là, il pète une durite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher ce qui lui a fait péter une durite? Mm. Qu'est-ce qui a été trop pour lui? Etc. Et après, bah, il y a des enfants où nous, en tant qu'école, on a du mal à répondre parce qu'en fait, parfois, ce qui lui fait péter une durite, c'est d'être au milieu d'autres enfants. Oui. Et ben là, nous, voilà, c'est notre limite. Donc, on peut aménager des moments. Mm. On peut encourager les enfants à nous dire, OK, là, je suis fatiguée, là, c'est trop, là, etc. Donc, en fait, on essaye de aussi d'accompagner les enfants vers la connaissance de soi et verbaliser en fait ses besoins, etc. Ce qui est, encore une fois, il y a des adultes qui savent pas faire ça. Bah, Donc, c'est ça. donc voilà, c'est un challenge, n'est-ce pas? Et puis, Ouais. et puis il y a des enfants pour qui en fait bah, tout simplement le groupe c'est très compliqué et même si on met si on peut aménager des moments où ils ont voilà des zones un peu refuge. Parfois ça peut être voilà géographiquement ils peuvent avoir une zone refuge. Parfois ça peut être des moments dans la journée où par exemple peut-être ils vont pas en récréation Mm. pendant ce temps-là pour être un peu tout seul ou peut-être juste pouvoir euh, avoir un endroit dans la cour où ils peuvent être au calme sans tout le monde qui court autour de. Enfin, voilà, ça peut être ça. Mais en fait, au-delà de ça, bah, voilà, nous, notre limite, c'est que bah, on est une école et on est une collectivité. Et en ça, c'est compliqué pour ces enfants pour qui c'est pas le bon environnement, quoi. Ouais. Et toi, Jessica, merci Louise. Et toi, Jessica, quand tu t'aperçois qu'il y a des besoins chez les enfants, mais que le cadre, comme Louise vient de le dire, il y a un cadre, c'est une collectivité. Si l'enfant aime être tout seul, ben, il peut y avoir des aménagements, mais c'est pas tout seul sur la planète, quoi. Est-ce que toi, tu rencontres des enfants avec des besoins hyper spécifiques qui ne sont pas forcément posables en journée ou en famille même, carrément, et de leur dire, bah, il y a peut-être d'autres moments. Est-ce que tu as des astuces? Est-ce que tu arrives à leur euh, faire comprendre aussi? Alors, bah, moi, du coup, avec les enfants, on va vraiment aller creuser sur leurs besoins et tout ça. On va essayer, hein, comme tu disais, Louise, tout à l'heure, déjà pour les adultes, c'est hyper compliqué. Pour les enfants, c'est une démarche qui est pas simple. Mais en tout cas, on essaye d'aller creuser ensemble dans ces choses-là. Et puis, quand il y a vraiment des besoins qui sont très forts, euh, c'est déjà pouvoir les verbaliser aux parents en leur donnant des astuces, voilà, avoir un coin ressources, accueillir aussi l'enfant, leur expliquer le processus aussi de cette suradaptation, en leur expliquant que bah oui, toute la journée déjà l'enfant, il est en suradaptation et il fait attention à plein de choses et du coup le soir quand il rentre, bah, il en peut plus, il a juste besoin d'être accueilli tel qu'il est, comme il est et à ce moment-là et de façon complètement intégrale. Donc pouvoir lui offrir ces sas-là et que ce soit OK. Ouais, il y a beaucoup de parents qui comprennent pas que l'enfant, quand il rentre de l'école, ben, il a un moment de décharge. Mm. Et ils me disent, enfin, ouais, il y a souvent ce discours de, oui, quand il rentre, en fait, il me tape une crise. Non, il n'est pas en train de taper une crise. Il est simplement en train de décharger tout ce qui a été trop dans la journée. Et parce qu'il sait que là, il va pas être rejeté, qu'il y a un amour inconditionnel
que ça va être accueilli, que ça va être OK, ben, il se permet justement de jeter tout ça. Quelque part, faut se rassurer en se disant, c'est une preuve de confiance. Mon enfant a une confiance intégrale en moi, c'est cool, c'est OK. Mais c'est pas toujours facile à accueillir, hein. Qu'on soit bien d'accord, après nos propres journées de boulot, parfois c'est hyper violent et ça demande, enfin, il faut déjà se contenir soi et en plus contenir un espace pour l'enfant déjà sécuritaire physique, mais aussi psychique. Et Mm. ça prend beaucoup d'énergie, mais en tout cas, pour certains enfants, c'est absolument nécessaire. Ils ont besoin de faire ce reset Mm. pour pouvoir après être plus apaisés, être plus sereins dans leur élément. En gros, c'est un peu la façon de poser le masque, quoi. Ils déchargent le masque et il y a tout qui tombe avec. Donc, c'est déjà réussir à faire comprendre ça aux parents et ensuite trouver des aménagements par rapport aux besoins. Alors, les enfants neuroatypiques, il y a souvent des hyperesthésies qui sont présentes, donc des sens voilà, qui s'éclatent. Donc, c'est pouvoir les identifier et trouver des astuces et voir si ces astuces-là, elles peuvent suivre aussi dans le milieu scolaire. Donc, ça peut aussi être proposer des aménagements à l'équipe éducative, comme des casques anti-bruit, des petits coins ressources, d'avoir voilà, des petits fidgets, des trucs à tripoter pour pouvoir justement canaliser un petit peu ça et le faire sortir d'une manière ou d'une autre de son corps. Il y a plein de petites astuces, il y a plein de choses à mettre en place. Après, faut que ça puisse être accueilli en face, que ce soit compris, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, des fois, il y a des démarches un peu à faire et à faire comprendre. Ça marche parfois, ça marche pas d'autres fois, voilà. C'est une réalité. Mais en tout cas, essayer au maximum, dans les endroits qui sont ouverts à ça, de pouvoir offrir ces supports-là à l'enfant Ouais. qu'il puisse comprendre qu'il y a quand même des endroits où il peut être lui. Alors, on n'est jamais soi pleinement, de toute façon, à partir du moment où on est en relation avec quelqu'un, on n'est pas soi parce qu'il y a l'autre qui rentre dans le contexte. Mais au moins que ce soit le plus authentique possible pour s'apaiser la tête. Je dis beaucoup apaiser ce matin, pardon. Pour se soulager la tête et pour pouvoir relâcher toutes ces tensions. Et pour les gens qui vont nous regarder et qui sont peut-être pas au fait, les hyperesthésies, donc nous on sait ce que c'est, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu veux bien, vous voulez bien expliquer qu'est-ce que sont les hyperesthésies qui sont souvent très présentes chez les neuroas tout court? C'est ça. Alors, les hyperesthésies, en fait, c'est des sens qui vont avoir un seuil de tolérance plus bas que pour la moyenne, en fait. Donc, c'est-à-dire, ça va être une audition où il y a des bruits qui vont être très agressifs, qui vont venir être très, très intrusifs. Ça peut être gêné par les lumières ou par certaines odeurs ou être mené par son nez. Moi, j'ai ma fille qui passe sa vie à me dire, Maman, t'es pas un chien, arrête de renifler tout ce qui passe. Voilà, parce que dès qu'il y a une odeur, ça vient d'où? Voilà. Ça peut être aussi des goûts exacerbés. Donc ça, c'est pour le meilleur et pour le pire. Le Il y a quand toucher, même par Ouais, exemple, le toucher, alors les étiquettes qui grattent, l'étiquette, les coutures de ça oui. chaussettes, les matières qui sont désagréables, ça peut parfois être les caresses ou les gratouilles. Il y en a qui préfèrent qu'il y ait vraiment quelque chose qui maintient. Donc voilà, c'est propre vraiment à chacun. Ça se décline en plus de façon très différente. Donc ouais, comme je disais, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc il y a le côté pas très agréable, mais il y a aussi le côté chouette de pouvoir justement avoir tout qui se met en ébullition à l'intérieur parce qu'il y a une odeur sympa et que ça fait du bien, ou qu'il y a un son, qu'il y a une musique qui vient nous toucher, et nous accrocher dans les tripes. Donc ça peut être chouette. Et puis après, ça peut se décliner aussi d'une autre façon quand il y a un TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, où là, on va plutôt rentrer dans des hyper et des hypos. Mm. On n'est plus tout à fait dans les hyperesthésies. C'est encore un autre contexte. Donc, c'est l'hypo, le seuil est trop élevé. Donc, du coup, il va falloir y aller à fond les gamelles pour que le sens puisse être activé. Et l'hyper, c'est la moindre petite chose, en fait, va venir Faire euh, exploser. mettre en action le sens. Voilà, j'espère que c'est plutôt clair. Mais du coup, ouais, ça c'est hyper important de pouvoir connaître ses propres hyperesthésies et puis celle de son enfant pour justement pouvoir cohabiter ensemble. Moi, j'ai un exemple, par exemple, à la maison. Quand ma fille était toute petite, en fait, elle a un trouble anxieux généralisé et du coup, le silence la mettait dans un état d'anxiété terrible. Donc, elle remplissait le silence constamment. Et moi, j'ai une hypersensibilité auditive. Donc, en fait, recevoir trop de bruit, moi, ça me faisait monter dans des surcharges et c'était hyper compliqué. Donc, il a fallu qu'on réussisse à trouver des solutions pour pouvoir cohabiter avec ça. Donc, moi, la solution, ça a été les bouchons d'oreille ou le casque.
ça a été compliqué pour elle, parce qu'il faut aussi prendre ça en compte, de se dire, mais en fait, maman, elle veut pas m'entendre, elle veut pas m'écouter, elle met le truc. Donc, il a fallu que je verbalise énormément autour de ça en disant, je t'entends toujours, je ne me coupe pas de toi. Par contre, le volume sonore pour moi est trop compliqué. Donc, je suis obligée de baisser pour pouvoir continuer à être disponible et pour pouvoir continuer à faire en sorte que ce soit chouette et pas t'empêcher de remplir le silence. Donc voilà, c'est réussir à jongler entre les spécificités des uns et les spécificités des autres pour pouvoir vivre ensemble, quoi. Un peu Ouais. comme tu disais, Louise, tout à l'heure, où il y a des choses qu'on peut pas faire parce que ça rentre dans les difficultés de l'autre. Bah, tu vois, tu parles de remplir le silence. Pardon. C'est arrivé d'avoir des enfants qui, au moment de rentrer pour la sieste, au moment où il y en a qui sont déjà en train de dormir et donc on les fait rentrer en dernier pour que voilà, le temps dans le calme soit le plus court possible, se mettent à hurler. Mm. Tu vois, j'ai des enfants qui dorment à côté. Donc, euh, donc ouais, parfois ça peut être des grands challenges, effectivement, comme disait Jessica, de trouver comment répondre aux besoins des uns, enfin, sans empiéter sur les besoins des autres. Euh, et, et ouais, c'est pas évident. Et donc, il peut y avoir enfin voilà, ou sur la concentration, il peut y avoir des casques anti-bruit, mais il y en a pour qui le casque anti-bruit, en fait, c'est très gênant parce qu'en fait, tout d'un coup, tu t'entends toi-même aussi. Tu entends l'intérieur de ton propre corps. Euh, voilà, voilà. Il y en a pour qui on a découvert, par exemple, on avait un enfant TDAH où en fait on s'est aperçu que le couper du bruit n'était pas une bonne idée parce qu'en fait le bruit l'aide à s'ancrer là où il était. Donc en fait si tu lui coupes du bruit, tu le perds, Ouais. mais encore plus et encore plus vite. Et en plus il aimait pas ça spécialement. Donc voilà, ouais, c'est tout un truc d'ajuster. On a un peu genre un catalogue entre guillemets de trucs à tester. Et puis bah après on teste et puis on voit. Mais oui, voilà, enfin le résultat de Jessica, de dire bah en fait moi j'ai besoin de couper un peu mes sens, etc. En fait, enfin ce dont on se rend pas forcément compte, c'est qu'en fait il faut tâtonner Ouais. beaucoup et réussir à trouver des solutions qui conviennent à chacun et si possible des solutions qui soient compatibles. Mm, mm. Sachant Ouais. qu'en plus, on change et évolue tout le temps et que les solutions d'aujourd'hui, je vous vois rire, sont pas forcément valables dans 6 mois et qu'il va falloir encore réajuster. C'est perpétuel comme, comme évolution. Et tu vois, Ouais. ça typiquement, ça fait partie pour moi des choses euh, qui sont atypiques dans la parentalité de parents d'enfants atypiques, alors qu'ils soient eux-mêmes atypiques ou non. C'est cette adaptation un peu perpétuelle euh, Mm. pour, euh, pour que, enfin voilà, enfin, pour que on trouve voilà, des solutions pour que tout fonctionne en fait, que l'écosystème fonctionne. Et ça, les parents d'enfants atypiques, en fait, ils ne l'ont pas, ou en tout cas dans une mesure bien plus légère. Euh, Je veux dire, les enfants de parents, non, les parents d'enfants, oh là là, les enfants de parents. les enfants des parents, les parents des enfants. Ça arrive Les, aussi. pardon, C'est un autre c'est débat. formidable. Les, les parents d'enfants neurotypiques ne l'ont pas, ou Tout moins à à fait, moins. ouais. Oui, ce que tu as dit, Ou en tout neuroatypique. cas, enfin, il y a toujours des moments où tu t'ajustes aux enfants parce que tout simplement parce que chaque être est différent. C'est ça. C'est juste que, en fait, mais enfin, c'est exactement ce qu'on dit à propos des neuroatypiques. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand on parlait d'hyperesthésie, en fait, la question, c'est toujours, c'est le seuil, vraiment. Donc, et l'intensité. Donc, en fait, L'intensité. chaque enfant et chaque personne étant une personne, enfin, étant un être à part entière et différent de tous les autres, ce qui est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas, pour la Mm. diversité de ce monde et la richesse de ce monde. Du coup, il y a forcément un niveau d'adaptation des parents à chaque enfant. Mais chez les parents d'enfants neuroatypiques, c'est d'une intensité bien plus importante. Ouais. Euh, et en fait, en ça, c'était aussi quelque chose que moi je voulais apporter, c'est-à-dire un lieu où,
quand un parent vient me dire, alors en fait, mon enfant, et des fois, il est un peu sur la réserve en se disant, elle va me prendre pour une relou, elle va me prendre pour le parent pénible qui vient encore parler de son enfant, etc. Bah en fait non, enfin en fait juste on accueille parce que chaque personne est différente et mérite d'être prise en compte pour son entièreté. J'avais écouté un podcast il y a pas longtemps d'une neuropsy qui disait, enfin c'était la conclusion du podcast qui disait en fait les tests les tests de neuroatypie ils seraient inutiles si le monde était plus ouvert en fait. Il n'y aurait C'est pas clair. de questions à se poser. Ouais. Oui, C'est encore un vaste sujet. Ouais. On en ouvre tellement. pas mal là, hein. Mais là, je pense On va faire des épisodes on bis. pourrait faire un long débat là-dessus. On fera les conférences de l'automne. Allez, c'est parti. J'ai hâte. Mais pour en revenir ouais, à l'adaptabilité, quand tu disais, Louise, euh, il y a les spécificités aussi qui rentrent en compte. Je prends mon exemple perso. Moi, ma fille est TDAH et TSA, donc les deux trucs qui rentrent bien en collision. C'est super sympa. Et petite, elle avait besoin de beaucoup de picto. C'était important, ça l'a rassurée, tout ça. Mais, donc le picto, je crée des rituels qui sécurisent le TSA. Mais là-dedans, le TDAH qui se disait, ouais, de la nouveauté, c'est trop bien. Et au bout d'une semaine, c'est bon, ton truc, j'en veux plus, c'est plus nouveau. On passe à autre chose. Donc en fait, effectivement, tu es toujours obligé de renouveler. Moi, c'est un message que je passe aussi pas mal aux parents que j'accompagne, c'est en fait, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de créativité et ça demande des tests constants en fait. On est, comme tu le disais, Louise, tout le temps en tâtonnement, tout le temps en réajustement. Il y a des trucs qui fonctionnent et puis on passe à une phase où ça fonctionne plus et puis ça va être parfois cyclique, ça va revenir. Enfin, voilà, donc il faut surtout pas hésiter à proposer, je pense, des choses, quitte à se rater, en fait. Voilà, on est d'accord que sur des outils et des adaptations, on met pas l'enfant en danger. Donc, on peut se rater, ça fonctionne pas, ben c'est pas grave, en fait. On switch, on passe à autre chose et on réessaye. Mais effectivement, pour le parent, ça demande une énergie de malade. Et parfois, quand les parents sont neuroatypiques, cette énergie, ben, elle n'a pas toujours, enfin en tout cas, elle a besoin d'être ressourcée, hein, clairement, et c'est pas toujours facile parce que on vit aussi cette intensité et rajouter de l'intensité sur de l'intensité, ben à un moment, Alors j'en viens à la question d'après, sur cette surcharge sensorielle et émotionnelle et tout ce qui peut être, tout ce qui peut exploser finalement au sein de la famille. Est-ce que vous avez des astuces que vous expérimentez soit dans vos tafs ou soit dans vos familles pour que justement ces moments-là collectifs soient plus apaisés? alors, du coup, pour moi, déjà la chose primordiale, c'est la connaissance de soi. Mm. Aller vraiment creuser, et pas qu'en termes de neuroatypie, hein, clairement, aller gratouiller un petit peu, voir ce qui se passe dans nos réactions, parce qu'en fait, 95% des fois, c'est pas l'attitude de l'enfant en fait qui nous fait péter un câble. C'est ce que ça va faire résonner à l'intérieur de nous, ce que ça vient chercher. Et ça, quand on réussit à mettre le doigt dessus, déjà à en prendre conscience, évidemment, on peut pas tout résoudre non plus, hein, il faut être indulgent et se lâcher la grappe aussi parfois. Mais en tout cas, le fait d'en prendre conscience, déjà, ça permet d'apaiser et de poser un peu le truc. Donc ça, vraiment, la connaissance de soi, c'est hyper important. Moi, je m'en rends compte, je suis pas du tout le parent que j'étais quand ma fille était petite. Parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais rien de ces neuroatypies, je ne connaissais rien de mes neuroatypies, je ne connaissais quasiment rien par les jolis clichés qu'on pouvait trouver à droite à gauche sur les neuroatypies. J'étais empêtrée dans mes difficultés à moi, dans mes blessures, dans mes traumas et tout ça. Et du coup, j'étais une maman absolument volcanique. Il y a des moments où ça a explosé très fort et où c'était pas cool, quoi. Et au fur et à mesure, en me disant ça peut pas perdurer, c'est pas ok, c'est pas possible. Je suis allée creuser un petit peu, puis bon, j'ai compris des choses par rapport à elle qui m'ont fait comprendre des choses par rapport à moi, mais je suis aussi allée creuser dans toutes mes autres sphères. Et ça m'a vraiment déjà aidé, moi, à m'apaiser par rapport à ses réactions à elle et à son intensité. Et puis, ça m'a permis aussi de faire le point, on le disait tout à l'heure, hein, être au clair avec ses besoins spécifiques et avec ses hyperesthésies. Bah, tout ça, moi, ça m'a permis aussi de trouver des stratagèmes et des stratégies
pour pouvoir prendre un peu de recul de temps en temps et dire, oh là, c'est trop pour moi, si je continue sur cette voie-là, en fait, ça va pas aller du tout. Donc, je m'extrais ou ce genre de choses. Alors, quand les enfants sont tout petits, s'extraire, c'est pas forcément facile. Surtout quand on a un enfant avec un trouble anxieux généralisé qui a besoin d'être dans le contact. Ouais. Mais c'est trouver des stratégies. Comment je souffle, comment je passe le relais aussi. Quand on peut avoir du relais, franchement, c'est primordial. C'est hyper important. C'est pas toujours facile parce qu'il y a des situations de famille qui font qu'il y en a qui sont très isolés et que c'est très difficile. Maintenant, voilà, faut avoir en tête qu'il y a des mécanismes, non, des organismes ou des choses qui sont proposées aussi. Par exemple, le répit parental qui est proposé, qui est remboursé par la CAF. Donc, c'est une personne, il y a un taux d'heures, un quota d'heures par parent. Et en fait, c'est une personne qui vient au domicile pour s'occuper du parent et c'est pris en charge en partie ou totalement, je ne voudrais pas dire de bêtises, par la CAF. S'occuper de l'enfant et S'occuper de ça l'enfant. permet de s'occuper du parent, enfin que le parent puisse s'occuper de lui. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est pour éviter justement tout ce qui est burn-out parental et pétage de câble. Donc, mettre un peu tout le monde en sécurité quand il y a du trop. Ça peut être aussi avoir quelques heures dans un lieu d'accueil pour le jeune enfant, pour pouvoir déléguer un petit peu et puis s'offrir des soupapes. Encore une fois, faut pas culpabiliser quand c'est pas possible. Il y a des histoires de vie qui font que ça ne marche pas. Mais en tout cas, réussir à trouver ces petits sas. Après, une fois qu'on est bien au clair avec ses propres besoins et les besoins de son enfant, c'est aussi être capable de dire non aux autres pour se dire oui. Parce que les enchaînements de repas en famille sur toute la période de Noël, là, par exemple, où on est gavé plein de nourriture, on est gavé plein de sensorialité, on est gavé plein de relations sociales, voilà, on est gavé plein de trop de trucs, c'est insupportable et ça fait disjoncter tout le monde clairement. Donc, c'est aussi pouvoir dire, ben non, en fait, on le fait autrement, on minimise les choses, on met des temps de pause entre, en tout cas, on respecte son propre rythme et celui de son enfant. Ça, c'est super important. Je me suis perdue en cours de route. Vous pouvez répéter la question? Stéphanie Monaco. Euh, non, mais en plus, tu as super bien répondu. S'il y avait des astuces pour pouvoir mieux vivre en collectivité au sein de la famille, etc. Ouais. Et ouais, déjà, pouvoir mettre ces choses-là en place, Oui. ça débloque un milliard de trucs. C'est tellement plus serein et tellement plus posé que, que ouais, c'est chouette. Voilà, Ouais, nous on astuce. dit il faut pouvoir prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres après. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut s'appliquer dans toutes les sphères et nous dans nos métiers où on s'occupe des autres en permanence. Il faut, c'est primordial de prendre soin de soi. Et après, enfin voilà, ça peut être. Euh, Jessica, elle a cité plein de ressources super intéressantes. Mm. Euh, Après, dans simplement dans le quotidien, en fait, enfin, par exemple, que les parents puissent avoir une activité à soi aussi. Ça peut Mm. être un sport, ça peut être un art, ça peut être un cours de quelque chose, ce qui a quand même pour avantage de sortir de chez soi sur des créneaux fixes. Mais ça peut être même des choses à faire chez soi. Enfin, si on a un jardin, passer du temps à jardiner ou, ou des choses comme ça. Et, euh, et puis, moi, ce que je vois beaucoup chez les parents d'aujourd'hui, c'est aussi un peu euh, une quête de l'activité. Ouais. Toujours proposer des activités. Euh, et en général, genre, en fait, par exemple, pour ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, ne tapez pas activité Montessori sur Pinterest. Faites-le sur Enlevez ça. Google. Enlevez ça. Faites-vous du bien. Rendez-vous service. Enlevez ça. Et en fait, c'est le truc de jardinier qui m'a fait penser à ça. En fait, euh, Montessori, elle a jamais dit qu'il fallait surstimuler les enfants avec 36 activités à la minute. En fait, l'ennui, il est primordial. Et en fait, pour nous aussi. Donc, voilà, ça Mhm. peut être Mhm. accepter de s'ennuyer. Et après, en fait, les tâches de la vie quotidienne sont d'une richesse énorme pour les enfants. Et parfois, s'ils n'y participent pas,
Mm. C'est pas toujours possible. Passer la tondeuse avec un bébé, c'est un peu risqué. Mais, mais s'il n'y participe pas directement, en tout cas, ça peut être simplement qu'il soit à côté pendant qu'on fait à manger ou ça peut être pour les petits. J'ai coupé une carotte. Tiens, est-ce que tu veux un petit bout de carotte? Et en fait, voilà, enfin, ça peut être simplement ça et ralentir. En fait, enfin voilà, on se met souvent enfin, je trouve qu'on a tendance aujourd'hui à avoir des objectifs un peu inatteignables dans beaucoup de sphères et notamment dans la parentalité. Et en fait, juste impliquer les enfants dans la vie quotidienne et en fait, enfin, leur demander en fait leur participation aussi. En fait, c'est normal de débarrasser son assiette, de la mettre dans le lave-vaisselle. C'est un non-événement. C'est pas un truc désagréable. C'est pas juste, c'est normal. Et en fait, quand on cultive ça des petits, ça devient Mm. quelque chose de tout à fait normal et ça soulage euh, chaque parent et le parent neuroa qui jongle déjà avec 200 trucs. En fait, non seulement c'est bon pour nous, mais en plus c'est bon pour les enfants. Les tâches de la vie quotidienne sont pleines, enfin sont hyper riches en termes de développement des fonctions exécutives, chose qui est encore plus important de développer chez les enfants en neuroa, qui Mm. souvent ont des difficultés avec ça. Et donc voilà, enfin ça peut être donc des choses comme j'ai dit, genre moi personnellement j'ai danse le mercredi soir. Ça peut être, enfin voilà, des choses comme ça, mais ça peut être aussi tout simplement se lâcher la grappe dans la vie quotidienne et remettre vraiment au cœur de la parentalité des choses simples qui sont hyper importantes Ouais. et en fait hyper riches et complètement sous-cotées. Euh, Vraiment, enfin des choses, enfin débarrasser son assiette. Les enfants à 2 ans quasiment ils peuvent le faire. À partir du moment où ils marchent Mm. et en fait, bon, au début, on leur donne. Enfin, si l'assiette est cassée, c'est pas grave. Oui. C'est vraiment pas grave. C'est ça. En fait, c'est hyper intéressant que l'assiette se casse. Parce que si l'assiette tombe et se casse, ça veut dire que bah, il faut vraiment en prendre soin et ne pas la faire tomber par terre. Si l'assiette en plastique tombe et ne se casse pas, du coup, en fait, on peut même s'amuser à l'acheter par terre, finalement. Hein, il y a aucun objectif. Donc, vraiment. Enfin, des petits, les impliquer dans le fait de nettoyer la maison, de ranger, etc. Et de faire ensemble, c'est hyper précieux dans la relation comme dans les fonctions exécutives, comme dans le développement de tous les enfants. Et en fait, vous dites toutes les deux hein, une chose très intéressante, c'est cette course au remplissage, à remplir, 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 donc des activités, etc. Peut-être que bah, ces conférences, elles vont arriver là, au tout début de l'été. Euh, Peut-être ce serait chouette de dire aux parents, voilà, en fait, comment vous avez envie de passer votre été. N'oubliez pas que l'été, ben, souvent, il fait chaud, des fois même très chaud. Ça peut être des périodes de surstimulation hein, sensorielle, ne serait-ce que déjà la chaleur, ça peut être un vrai sujet, quoi. Le sable, si vous allez à la plage, rien que d'être à l'extérieur, le vent, la lumière, etc. Et déjà ça, c'est déjà presque une surstimulation pour certains enfants, même pour certains parents. Et donc après, de remplir la vie sociale, etc. Mais c'est de ne pas oublier que tout ce que tu remplis, il faut déremplir à un moment donné. Sinon, il n'y a plus de place, ça déborde. C'est comme le verre d'eau, quoi. Et puis là, tu parles que de l'instant T, t'as pas parlé de se taper toute l'orga avant. Hein. Oui, alors ça, oui, bah oui, bah Aller là, à la plage. Allez, parlons-en. aller, hein, aller à la plage, ben, ça, ça peut être déjà Juste épuisant savoir, c'est ça, de juste préparer. remplir ton sac. En C'est fait, ça. moi, si tu veux, je suis en sueur, j'ai pas passé la porte encore. Ouais. Écoute, la Il y plage, a, pour moi, c'est l'endroit cool. C'est Mm, l'endroit où je sais que voilà, le sac, il est posé. c'est ça. il y a aussi à prendre en compte que les vacances, ça peut être très déstabilisant pour certains enfants. Parce que du coup, il y a toute la perte de repères qui est mise en place. Mm, Et ça peut vraiment être complètement déstructurant. Je prends l'exemple d'un enfant qui a un TSA, mm, qui a besoin de ses repères, qui a besoin de structure. D'un coup, du jour au lendemain, pendant les vacances, on n'a plus de réveil qui sonne. L'été, on a tendance à manger plus tard, manger différemment et tout ça. On fait plus les mêmes activités, on n'est plus dans les mêmes endroits. Et rien que ça,
pour l'enfant, ça peut être extrêmement compliqué, pour le parent aussi parfois, hein. Mhm. N'oublions pas les parents TSA. Mais en tout cas, ça peut être extrêmement compliqué de plus avoir cette routine et cette rigueur qui, justement, bah, sécurise et cloisonne les choses et met en sécurité, quoi. Ouais. Donc c'est comment à l'intérieur de, peut-être, hein, je sais pas si pour les parents qui vont nous voir, comment à l'intérieur de ce changement, tu peux recréer peut-être une sorte de routine, de rituel, de rythme qui n'est pas celui habituel, mais comment tu restabilises en fait, peut-être. Alors, Et de ça prendre dépend beaucoup des neuroatypies, j'ai envie de Ouais. te dire, et beaucoup des enfants. Encore une fois, c'est une question de tâtonnement, je pense. Mais pour les enfants qui ont des pictos, par exemple, ça peut être continuer à utiliser les pictos, Mm. mais avec justement ces changements d'organisation pour que ça puisse être plutôt clair. Euh, Moi, je sais que même si elle est grande et que les pictos, là, elle en veut plus, hein, pour être clair. Par exemple, le mois de juin, chez nous, est un peu bousculé dans ses habitudes. Bah, je lui ai quand même fait un planning avec l'organisation du mois de juin pour que si elle n'en a pas besoin, il reste de côté, c'est pas grave. Mais si à un moment elle a besoin de se sécuriser, de se rassurer, bah, elle peut revenir dessus pour savoir comment ça va se passer et ce qui change pour elle. Donc déjà, les repères visuels, c'est hyper important. Pas hésiter à verbaliser les choses aussi. Il y a des enfants qui ont vraiment besoin d'être préparés à l'avance sur ce qui va se passer. Donc, quitte à faire le détail de ce qui va se passer pendant les vacances et tout ça, et de revenir après de temps en temps dessus quand on sent que l'enfant est déstabilisé. Quand ils sont petits, bah, c'est conserver les rituels de sieste, les rituels de bain et ce genre de choses. En tout cas, garder du même dans le changement pour Hmm. pouvoir sécuriser au maximum. Juste pour les gens, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas, tu sais, pictos, c'est des pictogrammes, ça va être tous les repères visuels, par exemple, un dessin d'un petit bonhomme qui, qu'est-ce qu'il fait pour se brosser les dents? Donc d'abord, il s'installe au lavabo, voilà, de la salle de bain, pas Mhm. forcément celui de la cuisine, qui est un évier. Il prend sa brosse à dents, deuxième image, il prend sa brosse à dents, troisième image, il ouvre le robinet, etc., etc. C'est ça les pictos, juste pour... C'est ça. Et on peut les utiliser aussi avec des plannings sur la semaine, avec là c'est à l'école, là c'est à la maison, là il se passe ça, et de pouvoir cloisonner et expliquer la semaine à l'enfant grâce à des images qui sont très vite repérables pour lui. Et en fait, l'intérêt de ces pictos, juste pardon, c'est que ça permet à l'enfant d'être autonome. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas de toi. Il ne dépend pas de toi qui lui dit, et là, maintenant, tu vas ouvrir, tu peux ouvrir le robinet, et là, tu vas mettre le dentifrice sur la brosse à dents, si on prend cet exemple-là. Mm. Il est en toute autonomie, et donc il peut inscrire les choses. Sinon, il dépend, Ouais. tu Et vois. ça permet aussi pour les enfants qui neuroatypiques qui ont des problèmes, ça arrive souvent d'avoir des difficultés dans les repères de l'espace-temps, de pouvoir dire, ben voilà, là il s'est passé ça, là il s'est passé ça, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et effectivement, pouvoir l'emmener après au fur et à mesure dans l'autonomie de j'ai mon truc, je connais mes supports et je gère tout Mm, seul ce qui doit se passer, quoi. Ou en tout cas, je sais ce qui va se passer et comment l'accueillir. mm, Et Jessica, c'est super intéressant ce que tu as dit, c'est que tu nous as confié que ta fille, là, elle arrive à un âge où elle ne veut plus. Elle grandit, etc., etc. Soit. Et très bien. Et tu continues quand même à essayer de mettre un repère, mine de rien, au moins sur le mois. Peut-être pas autant détaillé qu'avant, mais au moins sur le mois. Euh, comment, dans ces cadres-là, où tu sais quand même qu'il y a un besoin, mais comment dans ce cadre-là ne pas tomber dans le sauvetage, parce qu'il y a peut-être des parents qui vont vouloir faire à tout prix pour que l'enfant se sente bien en sécurité et à ses repères. Comment ne pas tomber dans le sauvetage émotionnel de l'autre quand on est déjà aussi en plus soi-même en tension ou en surcharge? Ouais, alors, pour moi, enfin, du coup, il y a plein de réponses là qui viennent en tête. Parce qu'il y a plein de choses dans les refus, en fait, il y a tout un tas de trucs. Alors, par rapport aux outils, tu vois, là, je le fais sur le mois de juin parce que je sais qu'il change beaucoup. Les autres mois, en règle générale, je le fais plus. Mais c'est juste lui dire, OK, t'en as pas besoin. Moi, ça me sécurise de savoir qu'il est là. Je te le prépare, il est là. Si à un moment, tu as envie d'y aller, t'y vas. Si t'as pas envie, c'est OK aussi.
c'est justement pas culpabiliser l'enfant en lui disant tu te rends compte, j'ai fait ça pour toi, tu vas même pas. Ça sert à rien parce que effectivement, en faisant ça, je me rassure moi aussi. Oui. Donc à la base, il est pour moi parce qu'elle, elle m'a dit non. Mais en tout cas, elle sait qu'il est à dispo et que c'est possible. Dans les refus, c'est très très compliqué parce qu'effectivement, on sait qu'il y a ces besoins-là. C'est aussi avoir confiance en l'enfant pour qu'il fasse ses propres expériences, mais tout en étant là. Donc, dans un espace sécure. Par exemple, j'en ai eu un qui est arrivé qui est reparti aussi vite. C'est- bon, ça va revenir à un moment, mais en tout cas, c'est dire, OK, je te laisse faire ça. Tu veux pas, par exemple, tu veux pas utiliser de fidget en classe et tout ça. Je te laisse voir comment ça marche pour toi. Si tu trouves d'autres stratégies, si c'est OK, et à ce moment-là, c'est bon, on fait comme ça. Et peut-être que l'enfant, à un moment, va se dire, ah ouais, non, mais en fait, je suis en train de bousiller tous mes stylos, j'arrête pas de les manipuler, j'éclate tout, j'ai besoin d'avoir mes fidgets. Eh ben, on revient dessus et c'est OK. Ça peut être des choses un peu plus importantes. Je sais pas, par exemple, voilà, un enfant avec un TSA qui a très très envie d'aller dans un lieu parce que ça lui fait super envie, mais nous on sait que ça va être hyper fatigant, qu'il va y avoir de la surcharge sensorielle, va y avoir beaucoup de monde, beaucoup d'émotions à venir agripper et tout ça, et que ça va être hyper fatigant. Ben, c'est de dire, ok, par contre on le fait de façon safe, c'est-à-dire qu'avant, on essaye de pas avoir trop de surstimulation. On va y aller cool, on se fait une matinée toute tranquille. Quand on est là-bas, ben on est quand même aux aguets de repérer un petit peu les signes qui peuvent dire qu'il va y avoir de la surstimulation et autres. Et puis, on peut peut-être aussi donner à l'enfant un petit truc, par exemple, un petit objet qui dit que quand il le sort, c'est que là, c'est plus possible et du coup, on s'extrait. Et puis, après, on prend soin de soi. Mm. C'est vraiment laisser ces petites expérimentations, toujours de façon sécure, sans tirer sur la corde au maximum, même si, voilà, des fois, quand on est dans l'action, on se rend pas compte, et surtout l'enfant, de tout ce que ça génère à l'intérieur et de sortir de l'action, c'est hyper contraignant, mais tout ce que ça coûte derrière aussi, c'est terrible. Donc, vraiment essayer de sécuriser le avant, le pendant et le après. Mais vraiment avoir cette confiance aussi en l'enfant parce qu'il se connaît. Nous, on n'a pas toujours les repères de se dire ça a évolué. Et des fois, on bloque tellement on le coupe dans cette progression-là. Et c'est pire que mieux au final. Mm. Donc, laisser Mhm. ces petits sas-là de temps en temps. Moi, par exemple, ma fille, toute petite, donc, elle a eu beaucoup de suivi, orthophoniste, psychologue. Elle a fait énormément de passations de bilan et autres. Et à un moment, elle m'a dit, stop, en fait, j'en peux plus. Et on a tout arrêté. Mm. Elle est dyslexique, dysorthographique. On a arrêté l'ortho. Bon, elle passe sa vie avec un bouquin dans la main. Donc, en fait, je me dis, elle se trouve ses stratégies toute seule, en fait, et ça fonctionne. Donc, là-dessus, j'ai décidé de lui faire confiance et dire, OK, on arrête. Par contre, de temps en temps, alors on a quand même une thérapeute qui nous suit une fois par mois parce que tous les 15 jours, c'était trop, mais elle est quand même là en soupape. Mm. Il y a des fois où ma fille, alors elle nous suit toutes les deux, donc il y a des fois où elle participe, il y a des fois où c'est trop pour elle et elle participe pas et c'est complètement OK pour tout le monde. Mais il y a aussi ce truc-là, quand on a des enfants neuroa, tu le disais tout à l'heure, Louise, il y a beaucoup d'accompagnement, il y a beaucoup de suivi, il y a beaucoup de choses qui sont là. Et les enfants, à un moment, ils en débordent, quoi. Ils en peuvent plus. Et c'est pouvoir dire, OK, on fait des pauses. Alors évidemment, hein, qu'on soit bien d'accord, je dis pas il faut arrêter les accompagnements. Il y a des spécificités qui font qu'il y a vraiment besoin. Mais il y a des moments où on peut aussi distendre un petit peu, faire des petites pauses ou rendre le truc un peu plus léger, faire des séances plus courtes, ou se dire, OK, là c'est les vacances, mais c'est les vacances. Mm. Et offrir vraiment ces soupapes aux enfants parce qu'autrement, au bout d'un moment, ils y vont vraiment avec la contrainte et ils en peuvent absolument plus et ça leur coûte, ça leur permet plus d'avancer et d'absorber ce qu'on peut leur proposer, mais ça leur coûte trop. Et je trouve que ça biaise l'accompagnement et c'est bon pour personne en fait, pour l'accompagnant, pour l'enfant et puis pour le parent également. C'est Oui, c'est énergivore pour rien à des moments. pire que mieux, quoi. Mm. Louise, j'ai vu que tu réagissais pas mal parce que je pense qu'il y a des échos montessoriens, non? Ouais, je pense qu'on est très en phase avec Jessica. Non, en fait, je pense que le mot confiance, il est hyper important.
En fait, il faut avoir confiance en nos enfants, et entendre quand ils disent quelque chose et les écouter. Et se dire que nous, on est là pour sécuriser, en fait, et c'est tout. On n'est pas là pour tirer. D'ailleurs, on voit très bien, par exemple, et ça, pour le coup, même chez les enfants neurotypiques, autour de 2 ans spécialement, quand ils sont dans le non, tu sais, un peu tu vois, dans l'opposition euh, dure, en fait, si on lâche, ça marche. Et là, tu vois, par Mm. exemple, il y a un truc, moi, qui marche hyper bien avec ma fille. Mon mari est parti en déplacement professionnel pendant 2 semaines. Il n'y a pas si longtemps, ce qui n'arrive jamais. Donc, du coup, c'était un peu nouveau et tout. Et donc, là, j'ai prévenu ma fille, j'ai dit, là, je vais pas pouvoir être là autant que quand on est deux. Donc, voilà, ça veut dire que je vais te demander d'être vraiment plus autonome sur des choses que tu sais faire. Je sais que tu sais faire. Et donc, il y a typiquement un truc que j'ai bien aimé faire, c'est un peu en rigolant, c'est de dire, je vois qu'elle est pas prête pour partir, tu sais, moi je suis à la porte et j'attends, et elle me dit, c'est bon. Et en fait, dans le c'est bon, ça veut dire, ok maman, qu'est-ce que je mets après? Alors en fait, non, je ne suis pas d'accord pour faire ça. Et en fait, j'ai dit, bah ok, du coup c'est bon, t'es prête là? Elle me dit, oui. Je dis, ok. Et donc je me tourne vers la porte, et elle me dit, ah non! Elle me dit, bah j'ai pas mes chaussures. Ah. Effectivement, ça aurait été embêtant de sortir sans chaussures. Et, et avec les enfants de 2 ans, c'est pareil, de dire ah, ok, tu veux pas. Et bah, alors, en dehors de tout, enfin, dans un contexte où il y a des choses qui sont négociables, bien sûr, hein. La santé, la sécurité, tout ça, ça n'en fait pas partie. Oh, tu veux traverser sans regarder? Mais d'accord, moi je veux bien. Non, on ne fait pas ça, hein. Sur l'autoroute. L'enfant mort, il n'a pas besoin de parentalité positive, hein, on est d'accord. Donc, mais vraiment enfin, d'avoir confiance en les enfants sur le fait que ils ont envie de grandir, ils ont tous aspiration à être plus autonomes, etc. Et donc les écouter enfin, quand ils ont quelque chose à dire, il faut voilà leur laisser ça. Avoir confiance, ouais, vraiment dans le fait que qu'ils veulent évoluer. Mm. Euh, et après, voilà, en se disant que on reste les garants du cadre, euh, et que c'est notre rôle vraiment, enfin voilà, de s'assurer que notre enfant il est toujours en sécurité pour lui et pour son développement, etc. Et après, il y a autre chose qui a été mentionnée par Jessica, où nous on travaille beaucoup là-dessus. Nous on dit que dans la pédagogie Montessori, on a c'est le l'éducation, elle se fait dans un triangle. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant est à un bout de ce triangle. Nous, on est à un autre bout du triangle. Et nous, on dit qu'on est là pour le guider vers les apprentissages. Et le troisième bout du triangle, c'est l'environnement. Et donc, nous, on dit que nous, on agit sur l'enfant, mais on agit aussi sur l'environnement. L'environnement agit sur nous et sur l'enfant. L'enfant agit sur nous et sur l'environnement. Et donc, en fait, nous, on travaille, enfin, nous, notre action sur l'environnement, c'est de travailler l'environnement pour favoriser le développement, l'autonomie, etc. Et donc, par exemple, les pictos dont parle Jessica, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on met dans l'environnement de l'enfant quelque chose qui lui permet d'être autonome enfin, et de se rassurer et d'être autonome dans le fait qu'à tout moment, il peut aller le consulter. Et donc, ce truc de dire, bah, écoute, je le fais pour moi. Parce qu'en fait, bon, des fois, effectivement, on le fait pour nous aussi. Mais même, parfois, on peut un peu dire, écoute, en fait, je ne t'impose pas de l'utiliser. Juste, moi, je le fais. Il est là. Tu l'utilises pas. C'est ton truc. En fait, un environnement Montessori, une classe Montessori, c'est que ça. Il y a des plateaux avec des activités. On les présente une par une. Les enfants s'en saisissent, ils s'en saisissent pas. On leur fait confiance. Ils se saisissent de ce dont ils ont besoin. Et après, nous, on observe et on réajuste en fonction de ce qu'on observe. Euh, et voilà, et se dire vraiment, en fait, même, et alors en tant que parent neuroa, en fait, c'est précieux. C'est-à-dire se dire, par exemple, la chambre de mon enfant, elle est organisée pour qu'il ait accès lui-même à ses vêtements pour pouvoir s'habiller. Il a accès Mm.
à sa brosse à dents, à sa hauteur, avec un marchepied pour pouvoir être en hauteur. Je vois des parents qui portent leur enfant au-dessus de l'évier, au-dessus du lavabo pour qu'il puisse se brosser les dents. Je me dis, mais moi, physiquement, je tiens pas à ça, en fait. Moi, physiquement, je vais péter une durite. Je vais être en apnée. Et en plus, l'enfant, ça doit être hyper désagréable. Il est soutenu par là, en train d'essayer de se brosser les dents au-dessus d'un évier. Et donc, voilà, tout ça, l'idée, c'est vraiment de travailler sur l'environnement pour rendre l'enfant acteur de ses apprentissages, de son autonomie, de son développement, pour nous soulager. Un porte-manteau à hauteur de l'enfant. C'est tout bête, hein, mais en fait, même dans un appartement relativement petit, c'est possible de faire ça souvent. De toute façon, on a un porte-manteau pour nous, ben, en fait, peut-être en accrocher un juste en dessous. À hauteur d'enfant, c'est génial. Euh, Organiser qu'ils puissent retrouver ses affaires à ces endroits. Les enfants peuvent se préparer des goûters eux-mêmes, ils peuvent préparer leurs affaires pour le lendemain. Et après, nous, on accompagne. Au début, on l'aide à vérifier qu'il a toutes ses affaires dans son sac, etc. Et puis, au bout d'un moment, si l'enfant nous dit non, c'est bon, il n'y a pas besoin de vérifier, ok. Au pire, qu'est-ce qu'il arrive? Bon, il a oublié sa gourde, c'est pas grave, à l'école, il y a des verres, quoi. Il va y arriver. Euh, au pire, voilà, au pire, il va mâchouiller ses crayons. Bon, Bon, bah, voilà, c'est des crayons, quoi. C'est pas dramatique. Au pire, comme je disais tout à l'heure, au pire, il a 2 ans, il casse une assiette. Bon, bah, c'est pas grave, c'est qu'une assiette. Au pire, enfin, on le met en sécurité vite, hein. Enfin, voilà, on reste à côté, on met l'enfant en sécurité. Au pire du pire, il s'est un peu fait mal à l'orteil quand son assiette est tombée dessus. Bah, c'est pas grave, en fait. Au pire, c'est quoi? C'est un bleu. C'est rien, un bleu. Il vaut mieux se faire un bleu et apprendre et être autonome et être vraiment maître de ce qu'on fait et maîtresse de ce qu'on fait que ne pas se faire de bleu et être dans un environnement complètement aseptisé avec un parent épuisé parce que aseptiser l'environnement c'est épuisant. Euh, et voilà. Je ne sais plus quelle était la question, c'est pas grave. Merci. J'aime bien. Alors, sachant qu'on arrive quand même un petit peu à la fin de nos échanges, j'aimerais quand même revenir sur quelque chose qui peut-être moi me heurte en ce moment. Et t'en as parlé un peu, Louis, c'est l'histoire du triangle, c'est-à-dire qu'on est tous solidaires finalement. Dans vos volontés, en tout cas, c'est d'essayer de fonctionner ensemble. Mm. On ne peut pas dire que la société aujourd'hui soit attends, j'essaie de trouver des mots corrects, soit soudé. Euh, Moi, ça me fait penser à comment, parce qu'en fait, je vais dire le fond de ma pensée, c'est que on dit toujours que pour élever un enfant, il faut un village. Mm. Et donc ça, c'est aussi ce que vous apportez, en mêlant famille, en mêlant école, en mêlant l'enfant, lui faire confiance. Comment à ses familles et à ses enfants leur dire, bah, un jour, tu vas vraiment devoir te débrouiller solo, parce que ce que toi tu imagines de la solidarité, peut-être que l'autre ne l'imagine pas ou pas de cette manière. Alors, moi, de mon côté, en tout cas dans les accompagnements, tu vois, dans ce côté éclaireuse de monde intérieur pour enfants, il y a vraiment ce truc de, je mets en avant déjà les ressources internes que tu as. Et ensuite, on va aller étayer ces ressources et je vais en proposer d'autres. Et plus l'enfant, en fait, va être outillé, va avoir des ressources, va savoir sur quoi il peut s'appuyer, lui, à l'intérieur de lui, et qui va se sentir, voilà, il va avoir sa propre sécurité intérieure. Plus je pense que quand il... Ouais, je vais pas dire, on va pas édulcorer, j'allais dire, si jamais un jour il tombe sur ce genre de situation, non, quand il va être confronté à cette situation-là, il saura sur quoi s'appuyer à l'intérieur de lui pour pouvoir faire face. Enfin, c'était aussi un petit peu ce que je disais tout à l'heure. J'en ai marre de ces idées qui arrivent et qui... Je ne sais plus. Elle a un TGV. Mais en tout cas, tu vois, il va vraiment se connaître, le fait de se connaître et de savoir sur quoi il peut s'appuyer à l'intérieur de lui, quelles sont ses forces, quelles sont ses valeurs. Ça, je le fais, alors pas avec les tout petits, mais vers 7, 8 ans, quand je commence à les accompagner ou même quand ils sont plus grands, on va travailler sur les valeurs, on va travailler sur les ressources, on va travailler sur les forces
de l'enfant pour qu'il puisse connaître ça et savoir ce que lui, ce qui est sa zone de magie, en gros, à lui, pour pouvoir justement ne pas se désintégrer quand il arrive face à ces situations-là, parce qu'on est bien clair, on aimerait, mais on ne vit pas dans un monde de barbe à papa ou de bisounours, ils sont même vachement plus sympas. Mais en tout cas, voilà, nous en tant qu'adultes, on les a ces ressources. On a appris à les développer au fur et à mesure et à les comprendre. Je pense qu'on n'a pas fait le tour de toutes nos ressources et qu'il y en a qui n'en se, enfin, on en est à différents degrés. Mais plus l'enfant, je trouve, plus on va venir travailler tôt là-dessus et plus on va venir injecter du tu es capable de, tu sais faire ça. Tu peux avoir confiance en toi, tu as ces ressources-là à l'intérieur. Et quoi qu'il arrive, tu as ces forces-là et tu as cette zone de magie-là. Je vais pas dire qu'il va sortir de toutes les situations, parce on peut, enfin voilà, il y a des moments où il aura besoin d'aide et autres, mais en tout cas, il saura comment aller chercher cette aide-là aussi grâce à ses ressources. Mais en tout cas, ça va lui offrir cette bulle de sécurité et ça va lui offrir aussi ce sas où il pourra prendre de la distance et se dire, bon, ben, c'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est un peu violent, mais ça va être OK. Je vais réussir parce que j'ai confiance en moi. Une question, Audrey, qui revient beaucoup dans la parentalité positive, ou en tout cas chez les détracteurs de la Oui. parentalité. Alors on peut appeler ça positive, bienveillante, plein de choses. Et nous, on l'entend en tant qu'école Montessori, de parents qui peuvent être inquiets aussi pour... Enfin, ils sont même pas encore arrivés dans l'école, que potentiellement, ils sont inquiets pour la suite. OK, mais après, comment ça se passe dans un environnement qui peut plus s'adapter? Euh, et en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, de un, bon, nous, on accueille les enfants de 3 à 12 ans. Un enfant de 3 ans n'a pas les mêmes capacités d'adaptation au monde extérieur, un monde extérieur qui ne lui convient pas qu'un enfant de 12 ans. Mm. Euh, qu'un jeune de 12 ans. Je vais me faire gronder sinon. Euh, euh, Autre chose, c'est que en fait, c'est pas du tout en le confrontant à des difficultés d'adultes en fait, Oui. des petits, que en fait, il va pouvoir savoir comment les surpasser. En fait, c'est exactement ce que Jessica a dit, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que connaître ses propres forces et ses propres compétences. Et à partir du moment où on est confortable avec soi-même, en fait, que les autres soient pas sympas, en fait, ça nous glissera beaucoup plus dessus que si on est dépendant effectivement de l'autre. Auquel cas, oui, ça peut faire extrêmement mal. Euh, Ensuite, nous, on dit on développe beaucoup de compétences, ce qui en anglais s'appelle les soft skills, n'est-ce pas? Oh yeah. Euh, euh, Notamment la capacité d'adaptation, la capacité à trouver ses propres solutions. Euh, on parlait de fonctions exécutives, tout ça. En fait, ça se travaille, plus on les travaille et plus tard on sera capable bah, voilà, de s'adapter à un environnement, etc. Et aussi, je dirais même de cultiver ce qu'on a envie d'avoir autour de soi. C'est-à-dire Mm. qu'en fait, c'est aussi cette capacité à se dire, j'essaye de me faire des copains, je sais pas, dans mon futur collège. Il y en a qui sont désagréables avec moi. Et ben, en fait, je sais que c'est pas ce que je mérite et que c'est pas ça, enfin, c'est pas normal en fait. Donc je ne vais pas aller vers ces gens-là et je vais préférer aller vers des gens qui sont sympas avec moi. Et alors du coup après il y a des parents qui peuvent dire ouais mais alors du coup mon fils il a un copain. Ouais, mais en fait, c'est génial. Il a un Oui, chouette copain. Et en fait, il vaut mieux avoir un bon copain que d'être dans un groupe de gens qui vont lui faire faire n'importe quoi parce que eux-mêmes, en fait, n'ont pas les capacités à être confortables avec eux-mêmes. Et du coup, ils n'existent que par exemple, euh, prônant au sein de leur groupe de copains de faire des bêtises. Enfin, et je mets bêtises avec beaucoup de guillemets. Enfin, des expérimentations qui ne sont peut-être pas souhaitables, n'est-ce pas? Euh, et, et donc voilà, l'idée c'est d'apprendre aussi enfin, en apprenant en fait aux enfants ce qui devrait être normal, ce qui est bon, enfin, ce qu'ils devraient rechercher de bon pour eux-mêmes. On leur apprend voilà à cultiver ça et en fait à se créer leur propre village. C'est c'est beau. important, hein, de se créer son propre village.
Et qu'est-ce que vous diriez, vous, comme ça, en tant que pro et personne, ouais, au-delà de ça, qu'est-ce que vous pourriez recommander, suggérer pour pouvoir promouvoir l'inclusion des enfants neuroas dans les environnements qui soient éducatifs, sociaux, euh, avec une vision positive de la neurodiversité et pas pathologisante, enfin, comme on a pu le dire tout à l'heure. Si Alors, vous aviez un rêve. déjà, je pense que ça passe par beaucoup de sensibilisation Hmm. et des constructions justement des clichés. Moi, je sais que je pose très souvent mes neuroatypies avec les parents que j'accompagne pour justement qu'ils puissent dédramatiser aussi un peu le truc. Parce Hmm. que quand on a, enfin, ça m'est déjà arrivé d'avoir des enfants que j'accompagnais où à un moment il fallait que je dise quand même aux parents que ce serait intéressant d'aller pousser dans un bilan TSA. Ben, tu sais que tu vas avoir l'angoisse en face et que ça va être très compliqué. Donc déjà, j'aimerais poser ce truc-là. Arrêtez de poser des pseudo-diagnostics entre deux portes. C'est juste pas possible. Faut pas faire ça. C'est horrible. Combien de parents j'ai qui viennent me voir en me disant, alors la maîtresse, un soir quand j'ai récupéré mon enfant, m'a dit que peut-être il était HPI ou peut-être il était ceci ou cela, et puis ça s'arrêtait là. Et je me dis, mais non, non, en fait, ça, faut vraiment arrêter. Ça ne se fait pas comme ça. Déjà, on ne pose pas de diagnostic, on parle de spécificité. J'ai repéré ça, 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 ça. Peut-être que ça serait intéressant d'aller creuser et de voir ce qu'il en est. Bon, voilà, je referme la parenthèse. Et du coup, je me suis perdue. TDAH, quand tu nous tiens, oui. Et du coup, le fait de pouvoir informer les parents, de leur dire, voilà, moi, je suis THPI, je suis TSA, je suis TDAH, je suis hautement sensible et c'est OK en fait. Ben, quand on va en parler avec le parent et dire, je pense que votre enfant, ce serait bien d'aller voir si, par rapport au TSA, s'il n'y a pas des choses, parce que moi, j'ai repéré des éléments qui me font penser à ça. Ben, ils se disent, OK, ils ont plus le cliché en tête, en fait, ils ont un individu en face d'eux et OK, je vais pas dire tout va bien, d'accord? On soit bien OK, le TSA, ça engendre quand même des choses qui sont complexes, beaucoup d'aménagements à faire et ce genre de trucs. Être OK avec soi et être OK avec sa manière de fonctionner, encore une fois, on passe par la connaissance. Mais en tout cas, ça déconstruit déjà des clichés. C'est pas, ah, mon enfant, va falloir le mettre dans une institution, il va rien pouvoir faire de sa vie et ça va être compliqué. Donc déjà passer par là, informer au maximum, pouvoir diffuser, enfin, sur tous les supports possibles. Moi, je sais que j'ai créé justement une formation par rapport à ça, qui est mieux comprendre les neuroatypies, où sur toute une journée, je déroule les différentes neuroatypies avec ce que ça implique, ce que c'est et comment se positionner aussi face à ça, parce que c'est important, les gens ne savent pas. Donc, donner des tips et des outils par rapport à ça. Une personne qu'on croise qui fait une crise, qui fait un, un meltdown en pleine rue, donc une crise autistique avec une explosion. Voilà, savoir qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire rien, on sécurise l'espace et on attend. Et puis après, on agit. Mais voilà, c'est pouvoir donner de l'information parce qu'il n'y a rien de pire, je trouve, que la maladresse par méconnaissance. C'est horrible parce que c'est une double peine pour soi. On se prend déjà le truc en pleine face et en plus on peut pas en vouloir à la personne. En fait, elle sait pas. Bien sûr. Et ça, c'est hyper compliqué. Donc c'est vrai, ouais, je pense que vraiment ça passe par là. L'information, la L'information. sensibilisation, le partage d'informations. On en parlait tout à l'heure en off. C'est aussi pouvoir sortir des vitrines. Insta et tout ça, où je suis TSA, je vis ma meilleure vie, tout est cool. Je vis ma life, c'est cool. Il y a des moments qui sont difficiles et c'est aussi pouvoir communiquer là-dessus. Et Mm. dire que, ben ouais, il y a quelque temps, j'étais en plein shutdown, j'étais en incapacité totale de sortir de chez moi. Je voulais pas voir qui que ce soit parce que c'était trop pour moi, parce qu'il y avait trop de stimulation et tout ça. Et voilà, et c'est ça la vraie vie en fait. Ouais. Plus on va pouvoir communiquer, plus on va pouvoir donner d'infos là-dessus, plus les gens vont déconstruire ces foutus clichés tout pourris et vont un peu mieux accueillir la neurodiversité en se disant que ben, en fait, on n'est pas juste des personnes toutes bizarres, quoi. On est aussi des humains avec plein de choses et que ça peut être hyper sympa en fait d'être avec nous. Oui, c'est ça. Parce qu'on a Et plein de toi, trucs Louise? partagés. C'est génial. Bah, moi, je pense que déjà, ça va beaucoup mieux. On le voit, enfin, et donc en fait, on voit que c'est souhaitable de le généraliser. Ça va beaucoup mieux à partir du moment où
on pose sur l'autre un regard positif, en fait, un regard en se disant c'est une personne qui fait de son mieux. Et en fait, à partir du moment où on se dit ça, par exemple sur les enfants à l'école, on peut se dire bah ok, en fait cet enfant il nous pète une durite, mais en fait là tout de suite péter une durite c'est faire de son mieux. Et en fait, à partir du moment où on prend ce biais-là, ce biais d'observation-là, on va complètement changer ce qu'on va faire après, on va changer nos réactions, on va changer plein de choses. Il y avait quelqu'un l'autre jour qui rappelait quelque chose de tout bête, c'est de se dire par exemple l'enfant qui fait tomber son assiette, l'enfant de 2 ans qui fait tomber son assiette, on en a parlé, euh, au lieu de réagir sur l'assiette, lui dire ça va. Mm. Parce que souvent il a eu peur, peut-être s'est fait mal. Euh, Peut-être juste il a été surpris. Et donc en fait il est peut-être que ça le stresse d'avoir cassé une assiette, peut-être on ne sait pas. Mais en fait d'abord l'enfant. L'assiette, on s'en fout. Juste une assiette. Ça coûte même pas 50 centimes chez Emmaüs. Euh, donc voilà, se dire, et en fait, c'est généralisable tout le temps. C'est-à-dire, en fait, il y a enfin, quel que soit le comportement débordant, quelle que soit la difficulté, en fait, se recentrer sur la personne qu'on a en face de soi et lui dire, est-ce que ça va? Et, euh, et du coup, voilà, enfin, déjà, poser un regard positif sur les enfants. Et puis, bon, bah, moi, si j'avais une baguette magique, étant donné que j'ai une école Montessori, en fait, je mettrais Montessori dans l'école publique. Mais bon, ça, forcément, j'ai un biais là-dessus, évidemment que je voudrais ça. Mais après, en général, enfin voilà, à la limite, que ce soit Montessori ou une autre pédagogie active, peu importe. Mais en tout cas, une pédagogie enfin voilà, qu'on généralise en fait dans l'éducation, une approche positive des enfants et une approche où ils sont actifs de leurs apprentissages. Et à partir de là, en fait, nous, on a, entre guillemets, on n'a plus qu'à suivre, enfin, avec beaucoup de guillemets. Mm. Euh, Nous, on dit, enfin, on a, par exemple, en élémentaire, on a une seule classe pour les enfants du CP au CM2. Mm. En fait, on sait même plus l'âge qu'ils ont. On ne se souvient même plus de l'âge qu'ils ont. Euh, Parce que, en fait, on s'intéresse aux enfants eux-mêmes. Les enfants jouent les uns avec les autres, travaillent les uns avec les autres. Ils en ont rien à faire, en fait, de l'âge de l'autre. Les scissions par niveau ont disparu. Du coup, le stress de passer dans la classe du dessus et du coup, le stress de pas savoir, enfin, pas être à fond sur tout le programme au même moment, tous ensemble, disparaît. Et du coup, bah, la comparaison aussi. En fait, la comparaison de se dire, bah, en fait, l'enfant qui est à côté de moi, il a eu 18 alors que moi j'ai eu 16 et du coup ça me stresse parce que du coup j'ai pas eu une bonne note, bah, Ouais. il disparaît aussi. Alors on n'a pas de note aussi. Mais, mais en fait, se dire que euh, en fait, tous les enfants vont mieux quand on fait ça. En fait, si les enfants de Roa vont mieux, tous les enfants iront mieux. Et Être centré sur l'enfant, centré sur la personne, hein. Bon, c'est toute une mouvance qu'on connaît bien. Euh, Merci beaucoup, mesdames, pour ce moment formidable partagé et plein d'authenticité, de compétences, puisqu'on en a quand même beaucoup parlé tout à l'heure. Euh, nous sommes des personnes compétentes et l'enfant est compétent. Euh, Passez un bel été Merci, mesdames. et merci. on retrouve toutes vos infos en descriptif de cette vidéo. Et puis, vous pouvez me poser des questions et nous vous les transmettrons à Louise et Jessica et ils répondront avec plaisir. Merci infiniment, mesdames. Merci à toi. Merci. Super. À bientôt. À bientôt. À bientôt.